Alors, chers collègues, membres de la communauté universitaire de Babes-Bolyai Université et tous les autres qui ont habitué d'être les hôtes du programme Studium Generale de l'Institut Sarou-Bébé. Bonjour à tous et bienvenue à tous. Nous avons maintenant une hôte excellente, une importante invitée chez notre émission, c'est Madame le professeur Barbara Cassin, membre de l'Académie française, qui nous fait l'honneur de présenter un projet tout à fait intéressant de la philosophie contemporaine qu'elle a dirigé, qu'elle dirige maintenant. Il s'agit du vocabulaire des intraduisibles, un volume paru en 2008 en France et qui était après traduit en plusieurs langues, parmi lesquelles roumain. J'ai ici le volume impressionnant de la version roumaine du vocabulaire. Il s'appelle Vocabularul European al Filozofiilor, dirigé par Madame le professeur Barbara Cassin et euh, qui a été rédigée et traduite par une grande équipe. Il s'agit de 40 collègues en roumain, avec la coordination de Madame le professeur Anca Vasiliu et moi. Euh, bon, il s'agit de plusieurs tâches ici, d'un vocabulaire européen extra-roumain, d'un vocabulaire roumain de la philosophie, de plusieurs choses qui sont soulevées par la traduction philosophique. Je peux vous présenter aussi une autre volume. Il s'agit de l'éloge de la traduction qui a comme sous-titre Compliqué l'universal, Elogio traducerea complica universalul, récemment traduit par M. Bogdan Ghiu en roumain de l'œuvre de Barbara Casa. Euh, je peux continuer en quelques mots de cette présentation. Madame le professeur Barbara Cassin a dirigé le centre Léon Robin d'études de philosophie antique de l'université Paris-Sorbonne. Et je peux aussi dire qu'elle a une grande œuvre des exégèses de la philosophie grecque, de la problème de traduction et des problèmes de la réception des cultures grecques dans la philosophie contemporaine. J'ai aussi l'honneur de présenter Madame le professeur Anca Vasiliou, qui est aussi membre du Centre Léon Robin des études de philosophie grecque ancienne de l'Université de Paris-Sorbonne, qui a une œuvre absolument impressionnante dédiée sur la philosophie de l'image, de la lumière dans l'Antiquité, centrée sur la philosophie de l'Antiquité tardive et qui est aussi traduit en roumain par plusieurs volumes. Il s'agit de célèbres du diaphane, des autres volumes dédiés au père cappadocien de l'Église. Euh, Elle a aussi une excellente exégèse sur Platon, sur le dialogue tardif de Platon. Et elle est aussi spécialiste en philosophie grecque. Alors, soyez les bienvenus à l'Institut Starou-Bébé. Madame le professeur Barbara Casson, je vous donne la parole. Mais c'est moi qui dois vous remercier, d'une part de m'accueillir, d'autre part de parler français, vraiment de manière aussi belle, et puis surtout d'avoir réinventé le dictionnaire des intraduisibles dans votre langue. Car ce n'est pas une traduction qu'il s'agit, mais d'une réinvention, avec d'une part des petites réinventions qui consistent à choisir les traductions dont vous parlez, les traductions par exemple d'Aristote ou les traductions euh, aussi bien d'Aristote à Kant, et d'avoir choisi les traductions, de les avoir donc réinventées et réinsérées à leur place, et ensuite une invention plus large
qui consiste à vous être approprié le projet. Alors c'est peut-être de ça que je voudrais parler d'abord. Le projet du dictionnaire des intraduisibles, vocabulaire européen des philosophies, c'est un projet qui a commencé il y a maintenant plus de 20 ans et que nous avons mis, oui même peut-être même, je n'ose pas dire 30, mais pas loin, et que nous avons mis 15 ans à réaliser en France, c'est-à-dire en français. Mon intention était une intention d'intervention politique en Europe. Je voulais que les langues européennes soient toutes préservées dans leur diversité. Et donc, je m'élevais contre la possibilité d'un passage au globish, au global English. Pas de globish, donc globish étant mon premier ennemi. C'est une langue que nous sommes contraints de parler pour communiquer, et pourquoi pas. Mais si elles se mettent à éradiquer les langues, disons, nationales, là, ça devient terrible. Et c'était une menace très présente en Europe, et qui l'est toujours, même si l'Angleterre a déserté l'Europe avec le Brexit. Dans les instances européennes, il est très compliqué de ne pas entendre parler seulement le globish. Je reviendrai peut-être sur l'exposition que je fais aujourd'hui à Luxembourg, notamment à la Cour de justice européenne de Luxembourg, où les 24 langues d'Europe sont nécessairement parlées. Donc, mon premier ennemi, c'est le globish. Mais j'en ai un deuxième, qui est ce que j'ai appelé le nationalisme ontologique, c'est-à-dire une doctrine à la Heidegger, à la Martin Heidegger, qui hiérarchise les langues par rapport à l'être et donc par rapport à la philosophie, qui fait que le grec ancien et l'allemand, encore plus grec que le grec, sont les premières langues de la philosophie, si bien que le français, je pense que ça n'est guère une langue de la philosophie, et le roumain non plus. Donc, ni globish, ni nationalisme ontologique, mais toutes les langues ensemble, toutes les langues telles qu'elles ont été parlées et écrites, telles qu'elles sont parlées et écrites aujourd'hui. Euh, Alors, en l'occurrence en Europe, parce que nous n'avions pas les moyens ni intellectuels, ni temporels, si j'ose dire, ni de temps pour nous occuper des langues hors d'Europe. Donc, la première étape, c'est ce dictionnaire des intraduisibles, vocabulaire européen des philosophies, qui a été publié en français une première fois, vous l'avez dit, donc il y a maintenant une vingtaine d'années. Et puis, il se trouve que ce dictionnaire qui traite de la traduction à partir des intraduisibles, c'est-à-dire à partir des difficultés de traduire. Intraduisible ne voulant pas dire ce qui ne se traduit pas, mais ce que on ne cesse pas de ne pas tout à fait bien traduire. Et je vais prendre tout de suite des exemples pour être plus concrète. Donc, ce dictionnaire est un dictionnaire qui porte sur la traduction comme projet politique. Je la définis comme savoir-faire avec les différences. Et je crois que c'est ce dont nous avons politiquement aujourd'hui le plus besoin. Donc, il porte sur la traduction à partir de ces difficultés, à partir des symptômes de différence des langues que nous autres traducteurs, philosophes, nous ne cessons de rencontrer sur notre chemin et qui nous oblige à faire des notes en bas de page. Eh bien, ces notes en bas de page, voilà qu'elles constituent le plein texte du dictionnaire. Je prends tout de suite un exemple. Il y a une différence entre mind, l'anglais, Geist, l'allemand, et esprit, français. Même si ces mots se traduisent très souvent les uns dans les autres, euh, il se passe quand même euh, quelque chose au moment de la traduction, parfois une perte et parfois un gain, et souvent les deux. Si je prends l'exemple de Hegel, la phénoménologie des Geistes, quand elle se traduit par Philosophy of the Mind en anglais, eh bien, elle implique un rapport à, disons, ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie analytique, la philosophie de l'esprit au sens analytique du terme. Et quand on la traduit par
philosophy of the spirit, alors là, elle est euh, beaucoup plus liée au spiritualisme. Et ce sont deux justes manières de traduire Geist. En français, nous ne pouvons le traduire que par esprit, car nous n'avons pas deux mots. Nous n'avons pas mind et spirit, par exemple. Donc, voilà un exemple, mais j'en prendrai un plus concret, si vous voulez bien, pour expliquer pourquoi je dis à quel point il s'agit de politique. Prenons le terme dette. En latin, debitum, vous êtes débiteur, vous rendez et c'est fini. En latin, en français aussi, c'est la même chose. Nous avons une dette colossale, eh bien, quand nous aurons remboursé, nous ne serons plus en dette. En revanche, en allemand, dette se dit Schuld. Schuld signifie aussi culpabilité, faute. Quand vous rendez, mais vous avez toujours d'avoir porté la Schuld sur vos épaules. Vous êtes quand même toujours, quelque part, encore coupable. Et peut-être cela explique-t-il la différence de perception de la dette en politique en Europe, la différence euh, de réaction à la dette entre l'Allemagne et la France, par exemple, par rapport à la Grèce. Donc, vous voyez, il y va du concret de la politique dans cette entreprise folle qui consiste à attraper les langues par le bout de leurs différences. Je reviendrai là-dessus, si vous voulez bien, plus tard, euh, à propos de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle traductive. Pour l'instant, j'en suis au premier épisode qui consiste à fabriquer en français, en métalangue française, un dictionnaire des intraduisibles en philosophie, à partir des symptômes de différence des langues, des principales langues philosophiques d'Europe. Mais ça va loin, parce que nous pouvons imaginer que bonjour, par exemple, devient un terme philosophique quand vous comprenez la différence entre salam, shalom, qui vous souhaite la paix en allemand, en hébreu, en arabe, kairé en grec ancien, qui vous souhaite la jouissance, la joie, valé en latin, qui vous souhaite de bien vous porter. Vous entrez dans des mondes différents rien qu'avec ce mot-là, bonjour, qui vous ne fait jamais que vous souhaiter une bonne journée. Et là, on conçoit que la différence des langues est à voir véritablement de manière intime et profonde avec une différence des mondes et des cultures. Chaque langue pêche un monde, même si le géométral monde est toujours le même. Chaque langue est un filet jeté sur le monde qui ramasse d'autres poissons. C'est une image du romantisme allemand, bien entendu. Donc, nous avons constitué à grand mal, à 150, et Anka faisait partie de ces 150, nous avons constitué un dictionnaire des intraduisibles. Anka, par exemple, a travaillé pour nous autour du mot d'or, qui est cette singularité roumaine de la mélancolie ou de la, je ne sais pas, du malaise entre l'âme et le corps, qui n'est certainement pas la même que la saudade portugaise, ni que la mélancolie française, ni que le spleen anglais. Donc nous avons travaillé sur ces différences-là dans le premier volume, qui, je le répète, était en métalangue française. Et puis, il s'est passé une sorte de petit miracle, en tout cas inattendu pour moi, qui est que ce dictionnaire, ce vocabulaire, si vous voulez, des philosophies européennes, euh, a été traduit. Ce dictionnaire des intraduisibles a été traduit, c'est-à-dire réinventé dans des langues différentes. Les, premières, les premiers réinventeurs sont les Ukrainiens. C'est Konstantin Sigov qui, le premier, euh, lors d'un colloque, a dit: il faut le traduire. Ah, oui, mais dans quelle langue?
en ukrainien ou en russe. C'était il y a une bonne dizaine d'années. Et là, le choix a été fait par Doug et Litera, c'est-à-dire L'Esprit et la Lettre, la maison d'édition que dirige toujours Constantin Sigov, de le traduire en ukrainien et en russe. Et vous voyez là tout de suite l'implication politique de la chose. C'est de dire que l'ukrainien et le russe ne se confondent pas, qu'il y a là deux langues et donc possiblement deux visions du monde, de culture en tout cas, de monde de texte distincts. Euh, Évidemment, il y a là une implication politique forte. C'est une, c'est un autre souci que le mien, ni globish, ni nationalisme ontologique, même si cela peut se rejoindre. Après, d'autres traductions, c'est-à-dire d'autres réinventions de projets aussi, d'autres réinventions d'intentions se sont succédées. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un dictionnaire des intraduisibles en portugais, pas tout à fait complet, mais déjà presque complet, qui travaille sur, euh, disons, sur l'intention de comprendre ce qui se passe avec la langue mère, disons le portugais du Portugal, lorsque il se transporte dans les Amériques et qu'il anthropophagise, si j'ose dire, qu'il absorbe les langues locales. De même en espagnol, ça a été traduit au Mexique et c'est un peu le même souci. Mais la première de toutes les traductions, après l'ukrainien et le russe, c'est l'américaine, par Emily Apter. Aux États-Unis, il ne s'agit pas de savoir euh, si le globish et le nationalisme ontologique vont s'emparer de l'Europe. Il s'agit de promouvoir la possibilité qu'il y ait une autre philosophie que la philosophie analytique, qu'elle ne soit pas seule dans le monde philosophique américain, et que, pour le dire vite, quelqu'un comme Derrida ne soit pas obligé d'aller en littérature comparée. Voilà une autre intention très ferme, très forte, et qui a obligé à retravailler le dictionnaire et à proposer d'autres entrées plus ciblées, en enlever d'autres qui paraissaient trop complexes, par exemple des entrées médiévales. Ensuite, ce dictionnaire, il a été aussi refabriqué, eh bien, par vous, en roumain. Et là, c'est vous, c'est à Anka Vassiliou et à vous, Alexandre, Alexander, que je demanderai de dire quelles sont vos intentions. Mais si vous voulez, je continue encore un peu sur cette réinvention qu'implique la traduction du dictionnaire. Euh, donc, il est traduit aussi en arabe. Le deuxième volume vient de sortir et est à peu près complètement traduit. Là, il s'agit de réfléchir à la manière de, comment dire, de faire la place à un autre logiciel politique. Euh, une entrée charia, par exemple, est une entrée qui a été refaite complètement. Nous avions charia euh, sous justice, mais là, il a fallu une entrée pleine qui réfléchisse à l'étymologie, à la vastitude, à l'amplitude du sens du terme. Il est traduit aussi en, alors, il est en cours de traduction maintenant, à présent, euh, en Wolof. Vous imaginez la distance énorme qu'il y a à parcourir et l'intérêt tout à fait nouveau de ce type de traduction. Souleymane Bachir Diagne, qui coiffe cette traduction, a qualifié cet ouvrage de premier ouvrage
décolonial, c'est-à-dire qui est capable de décentrer le regard. Et c'est pour moi une qualité extrêmement précieuse. Donc cet ouvrage est traduit maintenant ou en cours de traduction dans une dizaine de langues. Parfois il y a simplement une entrée, parfois il y en a beaucoup. Pour le moment, par exemple en hébreu, il y a une entrée et c'est très très intéressant. C'est une entrée qui montre la distance entre l'hébreu biblique et l'hébreu d'aujourd'hui. Lorsqu'on dit Erev Rav en hébreu, selon qu'on met ou non un tiret, à l'hébreu moderne, dans l'hébreu moderne, il y en a un. Cela signifie les peuples qui ont accompagné les Juifs lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Erev Rav, les peuples accompagnants, les amis. Aujourd'hui, Erev Rav, en hébreu contemporain, signifie ennemi de l'intérieur. Donc vous voyez, ce genre de choses est vraiment bouleversante, passionnante, et les évolutions d'une langue à l'autre, euh, je caresse l'idée avec une amie et peut-être avec Anka, euh, de réfléchir à ce que serait ce dictionnaire en grec moderne. Beaucoup Mhm. d'entrées sont en grec ancien, partent du grec ancien, une entrée logos par exemple, une entrée métaphora. Aujourd'hui, métaphora, ça se trouve sur les camions de déménagement à Athènes. Bon, ça n'est plus la métaphore, c'est un déménagement. Donc vous voyez, là, travailler sur le rapport entre le grec ancien et le grec contemporain à travers ce dictionnaire des intraduisibles, pas nécessairement tout le dictionnaire, mais du dictionnaire, bien, ce sera un gain intellectuel considérable. Donc voilà, c'est un chantier ouvert, extrêmement vaste, que la traduction, c'est-à-dire la réinvention de ce dictionnaire. Et il y a des entrées nouvelles à chaque fois. Euh, je vous laisse le soin de parler du choix des entrées que vous avez ajoutées, et c'est tout à fait passionnant. Et puis, je voudrais quand même ajouter quelque chose en pensant justement au rapport aux images et au fond à la première profession d'Anka Vassiliou. Euh, il se trouve que les intraduisibles, la traduction, j'en fais des expositions. J'ai, il y a maintenant peut-être 7 ans, fait une première exposition euh, au MUCEM, au Musée des civilisations méditerranéennes de Marseille, qui s'appelait Après Babel, traduire. Et ce sont les intraduisibles qui m'ont donné envie de faire ça, c'est-à-dire d'explorer la traduction en tant qu'elle s'appuyait sur, des, sur la différence des langues et sur véritablement un savoir-faire avec ces différences. Cette exposition, je l'ai refabriquée, réinventée, comme le dictionnaire des intraduisibles se réinvente. Je l'ai réinventée à Genève, à la Fondation Bodmer, Babel à Genève, les routes de la traduction. Puis je l'ai réinventé à Buenos Aires, euh, où là, il s'est agi de voir comment ça s'appelait Traducciones Rio Platenses, comment l'immersion dans le Rio de la Plata euh, bougeait le regard sur ce que voulait dire traduire. Et puis, elle se fait aujourd'hui euh, au Grand-Duché du Luxembourg, au musée de la ville de Luxembourg. Pourquoi? Eh bien parce que le Luxembourg apprend à ses petits-enfants que euh, notre seule richesse nationale, c'est le plurilinguisme. À vrai dire, ils oublient un peu les banques, mais c'est bien ainsi. Notre richesse nationale, c'est le multilinguisme ou le plurilinguisme. Et c'est donc un pays où les enfants, quand ils vont en maternelle, parlent luxembourgeois, puis ils parlent allemand, puis dans la classe au-dessus, ils parlent français. Et puis enfin, ils apprennent toutes les langues et évidemment l'anglais. Cela fabrique d'autres personnalités.
Et d'autre part, à Luxembourg, il y a, je l'ai dit, la Cour de justice européenne. Cette Cour de justice européenne travaille évidemment dans les 24 langues. Et elle est le symbole même de la résistance des vernaculaires européens. Euh, il faut savoir que traduire en Europe, dans les, disons, dans les instances européennes, ça coûte un café par an par Européen. Et traduire à la Cour de justice européenne, c'est un sucre dans le café. Donc, c'est véritablement de la folie d'arguer du coût de la traduction. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, il s'agit vraiment de faire en sorte que nos cultures, la diversité des langues, la diversité des langues d'Europe, soient protégées, préservées et ne cessent de se réinventer. Et là, j'en viens à un dernier moment de fond de ce que j'avais envie de vous présenter. Ce dernier moment, c'est le rapport à l'intelligence artificielle. J'arrive de Luxembourg il y a 15 jours. Nous avons justement fait un colloque euh, à la Cour de justice européenne sur le problème intelligence artificielle, traduction et diversité des langues. Nous savons tous, nous avons tous, je crois, expérimenté plus ou moins euh, ce que peut l'intelligence artificielle en matière de traduction. Le meilleur et le pire. Le meilleur quand il s'agit d'un anglais basique, quand il s'agit de traduire en anglais basique ou de traduire depuis un anglais basique. Le pire quand il s'agit, bien quand il s'agit, on va dire, de pensée, de style, d'intelligence, d'auteur. Et nous savons aussi que aujourd'hui, un grand nombre d'éditeurs procèdent d'abord avec des traductions faites par des intelligences artificielles. Et puis ensuite, demandent aux traducteurs professionnels de relire et de corriger. Nous savons tous aussi que quand on nous propose une traduction, c'est très difficile de retraduire. C'est plutôt plus difficile de retraduire et de voir où sont les glissements, les erreurs, les, les dommages, disons, les, les manques à inventer, euh, que c'est beaucoup plus difficile de les repérer que de les inventer d'abord. Alors, moi, j'ai un projet encore plus fou, je crois, que le dictionnaire des intraduisibles, et qui vient de ma première expérience avec la traduction automatique, euh, qui s'est produite lorsque j'étais aux États-Unis. Je venais de publier Éloge de la traduction, et évidemment, ça n'était pas encore traduit en américain, et on m'a demandé de le présenter tout de suite, et en anglais. J'ai eu un instant de panique, et j'ai fait traduire par l'intelligence artificielle le début. Et je l'ai lu, je me suis dit, oh, mais c'est parfait, oh là là, mais je me suis endormie. C'était terriblement ennuyeux. Et je me suis dit, ah, c'est vraiment que je ne sais plus écrire. Et c'est bien évident, que fait une intelligence artificielle? Elle est nourrie euh, avec tout ce qu'il y a sur le net, et elle est nourrie au moyen d'un algorithme qui lui fait euh, donner le mot le plus probable après la séquence de mots qui vient, qui est venue. Donc évidemment, rien ne dépasse. Vous avez le mot le plus probable et vous pouvez vous endormir tranquille. Alors mon idée assez folle, c'est de faire une intelligence artificielle traductive, localisée si vous voulez, locale, euh, que nous nourririons des intraduisibles, c'est-à-dire de la névroser, un grand coup. Comme sont les enfants. Après tout, quand ils apprennent, ils se trompent. Et c'est de ces erreurs, ce n'est pas, c'est de ces difficultés hum, qui font vaciller, qu'ils tirent à la fois les joies et les réalités de l'apprentissage. Donc, faire en sorte que l'algorithme de ressemblance
soit un algorithme de différence. Faire en sorte que les intelligences artificielles, une intelligence artificielle précise, faite pour la traduction, soit nourrie de tous les intraduisibles, du corpus des intraduisibles que constitue, par exemple, le dictionnaire des intraduisibles et ses réinventions traductives, mais aussi de tous les corpus qui existent et qui sont très considérables, par exemple Eurlex, les corpus de lois à traduire, auxquels collaborent évidemment ou que fabriquent les instances européennes. Mais il y en a bien d'autres. Les corpus fabriqués par les interprètes et les traducteurs, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit. Et puis, un corpus ouvert qui s'étendrait. Donc, névroser l'intelligence artificielle. Et je travaille notamment avec des gens de l'hôpital Sainte-Anne, donc un hôpital, euh, disons, de la folie, si vous voulez, euh, des gens de l'hôpital Sainte-Anne, à qui Google a suggéré la demande, comment faire pour que l'intelligence artificielle ait un inconscient? Eh bien, à partir de cette question très, très grave et très irréelle aussi, très irréaliste, puisque l'intelligence artificielle n'a pas de corps et qu'il est difficile d'imaginer un inconscient sans corps. Euh, mais cela signifie comment faire pour qu'il y ait un autre rapport à la langue que celui du plus banal, celui de plus attendu, dans un corpus, par ailleurs, nullissime, c'est-à-dire tout le net, et absolument globichisé jusqu'à la moelle. Donc, comment faire? Eh bien, je vous recommande un petit livre des gens avec qui je travaille à Sainte-Anne, un petit livre de Yann Diner, D-I-E-N-E-R, dont le dernier chapitre, alors ça s'appelle La mâchoire de Freud, c'est le récit du séminaire qu'il fait, et le dernier chapitre travaille sur ce que j'ai proposé lorsque j'ai traduit, lorsque j'ai fait une préface à Google Moi, une préface à Google Moi traduit en américain, Google Me, la démocratie des clics, One Click Democracy. J'ai proposé de réfléchir à ce que serait, à, à la manière, disons, de traverser euh, la l'ivresse des grands nombres, qui est caractéristique de l'algorithme actuel de l'intelligence artificielle. Il faut un grand nombre, un corpus énorme, pour arriver à trouver le plus vraisemblable, le plus plausible. Donc, l'ivresse des grands nombres par la poésie du symptôme. Traversons l'ivresse des grands nombres par la poésie du symptôme et voyons comment réagissent les intelligences artificielles. Voilà, voilà très largement et en même temps très sommairement euh, vers quoi me conduit aujourd'hui le dictionnaire des intraduisibles. J'ajoute encore une chose, c'est que le fait que la traduction soit un savoir-faire avec les différences et soit un savoir-faire politique ne cesse de m'animer. Et que, avec une association que je préside, Maison de la Sagesse Traduire, euh, et une autre association qui s'intitule maintenant Les Intraduisibles, nous avons travaillé, nous évidemment, il s'agit toujours d'un nous, nous avons travaillé sur deux projets. Le premier, c'est un projet d'accueil, mais grâce à la traduction, accueil de base. Nous avons fait avec Daniel Wozny qui s'en est chargé, euh, des glossaires de l'administration française, à l'usage des migrants, des nouveaux arrivants, si vous voulez, de ceux qui arrivent, de ceux qui ont besoin d'être accueillis et de ceux qui accueillent. Car il est très difficile de comprendre euh, à quel point c'est différent là-bas et ici. Et je m'en suis aperçue, moi, lors de ma première exposition euh, au MUSEM, où j'avais fait tout un parcours en posant la question, quel est le mot de votre langue maternelle qui vous manque le plus? Et quel est le mot du français qui vous paraît le plus étrange? Et je me suis aperçue en interrogeant à cette occasion que quand on arrivait
vraiment d'ailleurs, les papiers à remplir, nom, prénom, date de naissance et civilité. Vous êtes marié, vous êtes divorcé, vous êtes pacsé? Vous vous rendez compte ce que peut éprouver une femme syrienne quand elle a à remplir ce genre de papier? Donc, nous avons réfléchi à faire des glossaires bilingues de l'administration française. Et puis, à l'autre bout, ce à quoi je suis attelée maintenant, en faisant un séminaire régulier à l'Institut du monde arabe, c'est euh, les intraduisibles des trois monothéismes. Parce que, à mon avis, l'un des grands obstacles à la compréhension, ce sont les fondamentalismes. Et comment faisons-nous pour les combattre? Eh bien, on passe au texte en langue. Et là, nous travaillons sur comment on dit Dieu dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, en quelle langue ces textes sont-ils écrits, comment est-ce qu'on dit l'autre, comment est-ce qu'on dit croire. Et ce sont donc ces termes-là que nous explorons. Et je vous conseille, si vous en avez le temps, de regarder sur le site de l'Institut du monde arabe les podcasts que nous avons faits, les premiers podcasts que nous avons faits, qui s'intitulent Trois dieux, où je demande à, eh bien, à celui qui s'occupe de la Torah, je prends le point de vue du bizarre, de l'étonné. Et je lui demande, mais enfin, c'est quoi ce Dieu que vous ne nommez pas, dont vous n'écrivez pas le nom? Expliquez-moi. Je demande aux chrétiens, mais attendez, vous êtes monothéiste, c'est quoi ces trois personnes? Et je demande euh, à celui qui s'occupe du Coran, Souleymane Bachir Diagne, euh, Allah, c'est un nom propre ou un nom commun? Et à partir de ces questions, beaucoup de choses sur la langue et euh, même le sens que le terme Dieu peut avoir se déploient. Et se déploient de manière évidemment non conflictuelle, se déploient de manière euh, audible pour les uns et pour les autres et de manière travaillable. Et nous avons un quatrième podcast qui est le lien entre ces trois personnes, entre ces trois, disons, ces trois mondes qui s'interrogent et qui se réciproquent les uns les autres. Donc voilà pourquoi, pour moi, ce projet, le dictionnaire des intraduisibles, est un projet matriciel pour ce que sont ou ce que devraient être les sciences humaines. Et pourquoi votre traduction, c'est-à-dire votre réinvention, est le type même de, eh bien, de la manière de progresser entre nous humains. Voilà. Alors, je vous remercie, chère Madame le professeur, pour votre introduction absolument captivante qui a une idée pivot sur les intraduisibles qui concernent la dimension politique et la différence des langues comme solution de l'authenticité d'exprimer, de penser, de communiquer. Et j'invite maintenant Madame le professeur Anka Vassiliou pour nous parler de la dimension traduite, explorée, réinventée, comme vous avez formulé, du vocabulaire roumain présente dans cette version du vocabulaire des imprévisibles. Madame le professeur, je vous en prie. Merci, merci Alex et surtout merci Barbara d'avoir retracé cet aspect politique évidemment d'abord, matriciel et ce miracle que a constitué la dissémination de l'intraduisible dans les langues. Alors, il y a énormément d'aspects qui sont revenus dans ma mémoire, puisqu'il est vrai que euh, ça a été pour moi matriciel. J'ai un tout petit peu, infiniment peu contribué à la première version qui est parue en 2004, alors que j'étais encore jeune
postdoctorante, disons, avec un travail sur le diaphane et puis avec un mot roumain. Euh, C'était alors apporte-nous quelque chose du roumain. J'ai dit oui tout de suite. Et donc j'ai apporté un mot, mais qui est d'or donc. Mais ce qui était matriciel, c'est que cette, ce travail pour le dictionnaire et le fait d'avoir assisté au nombre de séances qui ont conduit à la publication première et puis surtout à partir des traductions dans les autres langues, euh, a été pour moi une manière à la fois d'intégrer le travail philosophique lui-même et en même temps de réintégrer le rapport à ma culture, la culture humaine, à ma langue, et à non pas à résoudre, non pas à répondre, mais à reformuler une question qui m'a toujours euh, mobilisée, animée, c'est que dans la culture roumaine, dans le roumain, la dimension littéraire est extrêmement importante et que la philosophie provient non pas d'une interrogation métaphysique et logique, mais d'abord de l'écriture qui concerne une manière de poser les mots sur le sentiment. Sur le dor, c'est ça, de poser le mot qui convient, qui traduit au mieux quelque chose que recèle le vivant. Et c'était aussi une manière d'aborder la structure de la réinvention du vocabulaire des intraduisibles en roumain, puisque nous avons apporté, et ça c'était fait de concert avec Alex, deux dimensions qui sont propres à cette version en roumain de la première version du vocabulaire, qui sont d'une part la dimension littéraire, le point de départ de la philosophie du travail de traduction et de réflexion sur la langue et la réflexion littéraire, et d'autre part la dimension historique qui nous manquait. Pourquoi? Parce que, évidemment, le roumain n'est pas moins philosophique que d'autres langues, mais il s'est fait philosophiquement autrement, comme chaque langue. Et que, il a un parcours qui est propre à la formation du roumain. C'est pourquoi il y a dans ce dictionnaire un article très long et important sur la formation du roumain, avec cette double racine qui est celle du roumain, la racine latine importante et la racine slave qui est plutôt lexicale et qui ajoute une richesse propre au roumain, puisque nombre de termes, surtout des termes que nous considérons aujourd'hui philosophiques, mais qui font partie de la langue courante en roumain, sont des noms qui sont doubles. Donc le temps, c'est timp, vreme. L'âme, c'est soufflet et duh. Il y a tout le temps, c'est doublé entre un terme latin et un terme slavon qui sont proches et qui disent la même chose de deux manières si différentes qu'en fait ils sont différents. Et ils sont en plus spécialisés en fonction du texte ou de l'emploi qui est fait. C'était une caractéristique du roumain que nous avons voulu mettre en évidence, et c'est le cas dans des articles qui sont ajoutés au dictionnaire qui a été traduit, euh, à la fois comme des encadrés, en respectant la structure qui a été celle du premier vocabulaire, mais aussi des articles qui sont propres à la version roumaine. Et nous avons également ajouté, donc j'insiste sur ce nous comme vous l'avez fait, puisque nous étions nous aussi une équipe des traducteurs du français et une équipe des auteurs
des parties roumaines, nous avons ajouté la partie historique, c'est-à-dire d'abord les premières réflexions sur la langue et sur sa structure, les premiers dictionnaires, qui sont des dictionnaires qui venaient justement répondre à ce bilinguisme ou à ce trilinguisme aussi qui est caractérisé la pensée ancienne et les éditions anciennes, c'est-à-dire des, des espèces de lexiques qui donnaient le terme latin et le terme slave pour qu'on puisse comprendre dans les traductions des textes bibliques, puisque ce sont les premières qui ont été traduites. Ensuite, la fondation et la formation de l'enseignement philosophique par les traductions, et là, par les traductions de toutes les langues. Le fait que l'école philosophique roumaine, au XIXe siècle, mais même avant, avec les académies princières de la fin du XVIIe siècle, se sont fondées sur principalement la traduction et le commentaire des textes anciens, mais principalement sur la traduction du grec, du latin, puis de l'allemand, puis de l'italien, puis du français, principalement. Et donc, il a fallu ajouter cette dimension historique qui n'est pas aussi présente dans le vocabulaire dans son édition française, puisque cela correspondait à l'attente que nous savions être celle du lecteur roumain. En outre, de la nécessité, et là je donnerai la parole à Alex, à la nécessité de retraduire maintenant les textes de la philosophie ancienne dans un vocabulaire qui est stabilisé, qui est plus proche de l'étude philologique qui est la nôtre maintenant dans le travail des écoles de philosophie, dans l'université. Donc, il y avait une attente, on a répondu à cette attente, et il y avait une réflexion que nous voulions mener à partir de ces sources littéraires, puisque disons, le bassin le plus riche de terminologie philosophique et l'invention de termes philosophiques, puisque d'or n'est qu'un terme et il vient du folklore, il vient notamment de la musique, des chants populaires. C'est là qu'il est présent et il est récupéré philosophiquement. Donc, j'ai donné cet exemple puisque c'est celui qui a été le plus exploité philosophiquement en roumain. Mais nombre d'autres termes et d'autres constructions philosophiques, en fait, sont des reprises du folklore et de la littérature populaire. Et donc, je voulais que cela soit bien situé, bien introduit dans cette réflexion sur l'aspect matriciel de la langue roumaine, raison pour laquelle peut-être plus, en tout cas en suivant la leçon que j'ai apprise en suivant les rencontres que Barbara Cassin a si généreusement fait, c'était magnifique, c'était une école en fait, pour moi et pour nombre d'entre nous. J'ai associé dans l'équipe que j'ai coordonnée, dans la grande équipe des traducteurs, des linguistes et des philosophes. Et j'ai constaté à quel point j'avais plus d'écoute et de compréhension de la part de linguistes, puisque eux, dans le contexte roumain si particulier, s'étaient heurtés aux questions que je posais du point de vue philosophique. C'était justement demander comment faire pour comprendre l'intérêt de ces mots complètement inventés qui sont des mots qu'on n'utilise plus maintenant, mais qui ont servi à Cantemir, donc une grande personnalité de la culture roumaine des alentours de 1700, pour traduire pour la première fois en roumain les catégories d'Aristote, en calquant sur le grec et en inventant des mots, ce qui évidemment ne pouvait pas avoir donner lieu à un héritage, puisqu'ils étaient tellement bizarres que seul quelqu'un qui connaissait le grec pouvait comprendre ce roumain-là.
Et que donc, bon, et voilà, je peux donner maintenant des exemples. On a fait un choix très large de termes, certains totalement sortis de l'usage commun, mais qui ont une histoire assez passionnante, allant jusqu'à la négation bas, par exemple, que j'ai retrouvé dans l'occitan, oui, et qui est une façon populaire de dire non, bah, ou alors des articles savants sur d'où, sur euh, ce lieu de la rencontre entre la théologie et la philosophie autour de l'esprit, de pneuma, de la psyché. Euh, je cite aussi, mais je pense qu'Alex pourrait dire des choses sur le temps, l'éternité, Veshnichie, et donc sur Aion, donc sur cette famille. Donc on a créé comme ça des complexes de termes roumains qui sont sur les deux langues d'origine, le slavon et le latin, et qui ont donné ensuite qui ont irrigué en fait la pensée philosophique roumaine à partir de leur récupération dans le langage théologique ou dans le langage populaire, enfin dans la littérature populaire. Euh, ou bien Rost, donc Rostum, la carène, enfin, ou la pointe de la navire et qui devient le sens terme. Bon. Et bien d'autres, je ne vais pas maintenant m'étendre. Donc, pour les Roumains, il suffit de feuilleter ce vocabulaire pour les rencontrer et pour les situer maintenant dans cette grande famille des termes qui ont été aussi traduits. Donc, alors, pour l'historique de notre aventure avec Alex, nous avons eu tous les deux la même idée en même moment. Moi, parce que j'étais prise d'enthousiasme à la sortie de cet ouvrage, je lui ai parlé et je lui ai dit, mais il faudrait qu'on ait ça en roumain. Elle a dit, tiens, tu as la même idée que moi. Et donc, lui, il était en train, je dois dire, il est extrêmement modeste et il parle pas de son travail qui a un enjeu politique aussi, et qui consiste, il a créé donc une bibliothèque philosophique, dite bibliothèque médiévale, mais sur le sens très très large, puisque ça commence avec l'Antiquité tardive et va jusqu'à la Renaissance, euh, qui consiste à traduire avec évidemment des spécialistes en équipe ou en reprenant des traductions des spécialistes, euh, les grands textes de la philosophie de l'Antiquité tardive, mais aussi de l'Antiquité classique, puisque lui-même est traducteur d'Aristote et de Plotin, des grands textes de la philosophie médiévale, qui est sa spécialité, puisqu'il travaille principalement du latin. Et que en faisant ce projet et en travaillant effectivement, en publiant en équipe, là encore, la Somme théologique ou la Cité de Dieu d'Augustin ou des Trinitate, pour ne donner que deux exemples sur les combien, 50 volumes que Alex et son équipe a réalisé jusqu'à présent. Il s'est heurté à la nécessité de fixer le vocabulaire, de donner une cohérence et une fidélité de la traduction des textes philosophiques en roumain, dans ce roumain qui, tout en ayant maintenant une tradition philosophique depuis le 19e siècle, n'est pas encore une langue dont tous les termes ont un contenu très précis. Et c'est ça, en fait, sa beauté, qu'il est extrêmement vivant. Et nous avons eu cette idée. Il a constitué une équipe de traducteurs pour le volume français, donc pour la transposition en roumain, et j'ai pris l'autre partie, c'est-à-dire de constituer une équipe de philosophes et de linguistes qui fassent
la partie proprement roumaine, spécifiquement roumaine. Et cela nous a pris 10 ans, puisque nous avons commencé en 2010 et que le volume est paru en 2020. Donc la discussion que nous avons maintenant devait avoir lieu en 2020. C'était en pleine crise du Covid, enfin en pleine pandémie. Et j'espère qu'elle aura, elle s'est enrichie entre-temps, puisque vous nous avez parlé de tout cette odyssée de la traduction qui dissémine, qui mute, qui se transforme et qui va de l'avant. Et donc, on suit. Et quand je disais qu'il y a ce miracle des traductions qui ont été faites, j'ai assisté avec bonheur au départ de la traduction en ukrainien. J'ai compris tout de suite, évidemment, nous le comprenons très bien et c'est très proche de nos soucis et de notre cœur. Nous comprenons très bien l'enjeu politique qui a été celui de Konstantin Sigor, que je salue dans son courage et dans son travail, mais aussi les traductions avaient commencé en italien à Naples, les traductions avec Fernando Santoro, dont on a discuté à Rio, comme ces voyages extraordinaires qui étaient en fait un séminaire continu sur les échanges entre nous, les traducteurs, les réinventeurs de ce dictionnaire. Et là, ce dernier coup magique, c'était celui du grec. Évidemment, il faut qu'il y ait un dictionnaire du grec au grec. C'est-à-dire c'est pas pour boucler la boucle, mais c'est donner en grec moderne et dans la réflexion de la philosophie qui est celle des universités grecques en ce moment, un autre moyen, excusez-moi, je sors à peine d'un gros rhume, de donner les moyens de revenir au texte du grec ancien, puisque leur problème, c'est que les étudiants ne comprennent plus Platon quand ils lisent les dialogues qui ne sont pas traduits en grec moderne. Ils ont des problèmes de ce type, basiques. Et le retour au grec ne veut pas dire qu'on va remettre le grec comme étant la première langue philosophique, mais veut dire qu'on va donner au grec ancien une nouvelle vie. Simplement dire c'est vivant, on va continuer à penser. Et donc le projet enfin la réflexion que nous avons commencé avec des collègues grecs et notamment vient comme un projet de l'Institut de recherche en études humanistes qui s'est créé ou recréé à l'université de Ioannina. Et c'est là que ont commencé donc les travaux de mise en place de cette traduction qui sera centrée sur le grec, mais en récupérant tout ce que le grec a donné à toutes les autres langues. Et que j'espère que avec notre ténacité euh, que Folle. vous connaissez, on espère qu'on va aboutir à peut-être un peu moins de 10 ans, ou même si c'est 10 ans, ou même si c'est plus, aboutir à cette nouvelle euh, aventure du vocabulaire des intraduisibles, cette fois-ci dans une seule langue, à l'intérieur de son évolution, qui est une évolution naturelle. Voilà, donc je ne pourrais pas en dire plus pour la partie grecque, mais je souhaiterais, euh, c'est un vœu, peut-être une utopie, que si nous allons nous rencontrer à Cluj l'année prochaine, on puisse aussi
discuter de cette traduction grecque et avoir un échange avec les collègues qui vont réfléchir, qui vont travailler aussi, et qu'on puisse nous accorder l'aide, l'écoute et l'expérience les uns aux autres. C'est donc un grand, grand, grand merci à Barbara pour sa générosité de nous avoir réunis et d'avoir créé réellement une matrice de pensée. Voilà. Je laisse la parole à Alex. On n'entend pas? Cher Ah, euh, Mesdames, professeurs, c'est absolument c'est fantastique tout ce que vous avez dit sur la pluralité linguistique, la pluralité des langues des philosophes. Et moi, je peux seulement réagir pour vous donner des questions et pour lancer des discussions. Du point de vue de ma stricte et modeste profession de médiéviste, et je cherche de partir maintenant d'une ancêtre que je pense que vous avez dans l'histoire de la pensée médiévale. C'est un traité de Dante Alighieri sur lequel je pense maintenant. C'est le célèbre De Vulgari Eloquentia. Il y a là une thèse que je pense de maintenant c'est l'idée originale de Dante d'expliquer la pluralité des langues et de suggérer un peu tacitement l'utilité de la pluralité des langues dans la communication. Il dit, et c'est seulement qu'il dit dans le paysage de discussion médiévale sur les origines de la pluralité des langues, que cette pluralité est a comme provenance la pluralité des métiers des gens qui ont bâti le Tour Babel. Donc le genre des charpentiers, la langue des maçons, les langues des autres, qui étaient peu à peu spécialisées et qui ont fini par non communiquer. C'est cette vision de Dante euh, euh, peut-être bon, instrumentalisé de certains points de vue et de penser jusqu'à une thèse philosophique que je pense qui réside dans la profondeur du projet de vocabulaire des intraduisibles et qui est peut-être un peu paradoxal, mais réel et soutenable. C'est que la vraie compréhension suppose la pluralité des langues et que l'unicité de langue, du point de vue de la réussite de compréhension parfaite, est une illusion. Donc, nous avons vraiment une tradition voilà, médiévale qui soutient cette pluralité et l'utilité de cette pluralité des langues pour la pensée. De ce point de vue, j'ai plusieurs questions que j'ai notées ici, aussi pour vous que pour Madame le professeur Vassiliou. D'un point de vue, je suis intéressé de votre expérience sur la différence de vitesse de transformation des langues contemporaines dans les dernières décennies, bien sûr différentes entre français, anglais, roumain et des autres. Et si cette vitesse de transformation, qui connaît une certaine accélération en roumain par exemple, pose des problèmes pour la communication philosophique. Je pense par exemple que c'est vrai, j'ai dirigé un projet de traduction en roumain de la Somme théologique il y a 20 ans que j'ai commencé cette traduction. C'est l'année prochaine que j'espère de le finir. Mais je constate que j'ai réussi vraiment de le traduire presque dans la même langue. Mais je suis sûr que si je commence aujourd'hui un tel projet et de retraduire la Somme théologique encore des autres 20 ans, j'ai pas la même chance de le finir dans la même langue.
L'accélération de transformation est absolument inconcevable en roumain. Il est intéressant de réfléchir sur les situations parallèles des autres langues, par exemple le grec, les autres. Puis, euh, j'ai écouté très attentif la dimension politique de la pluralité d'expression des langues et de la réflexion philosophique sur elle, et la dimension littéraire qui a été soulignée par Mme Bassio comme particularité roumaine. Dans ce contexte, je suis curieux si vous les deux, vous pensez qu'il y a seulement une dimension euh, constatative de la recherche, de la recherche sur la pluralité d'expression philosophique des langues, où il y a aussi une dimension éducative, une dimension qui éduque la langue, qui force la langue, qui développe la langue, qui essaie de trouver des nouvelles orientations et d'imposer à la langue à la fin de s'exprimer d'une manière plus communicative, plus philosophique. Et bien sûr plus exacte par rapport à ces sources qui viennent d'être traduites, par exemple. Euh, c'est aussi un miroir dans lequel je place mon expérience de traducteur, euh, qui se trouve souvent dans la position de trouver des mots intraduisibles en roumain, mais pas pour le motif que le roumain a déjà des solutions, mais pour le motif que le roumain n'a pas des solutions, n'a aucune solution à cause de l'absence de l'expérience écolier dans lequel le texte sur lequel je réfléchis s'est formé. Je donne un exemple ou deux exemples peut-être plus intéressants. C'est l'exemple du verbe latin spirare est très importante dans la définition de la théologie trinitaire. C'est une des fonctions, par définition, des rapports trinitaires. Nous n'avons pas un verbe en roumain qui peut désigner ce rapport. C'est une question de tradition théologique, pas de génie des langues ici. L'autre situation qui est plus délicate, c'est le destin très intéressant du verbe participare, qui est presque commune à plusieurs langues européennes. Et, cette apparente homonymie des termes qui fait la ruse de ce destin. Car, vous savez, en grec, en latin, le verbe participare est transitif. Euh, Plusieurs langues modernes, le roumain, a perdu cette transitivité. Il demande un complément indirect de participer à quelqu'un qui détourne les idées fondamentales de la doctrine, des doctrines de la participation de tous les philosophes antiques et médiévaux qui ont réfléchi sur cette expérience. Alors, de ce point de vue, est-ce que vous pensez qu'il y a une dimension éducative, ou plutôt, si on joue avec votre exemple de la dette, est-ce qu'il y a une dette de la réflexion sur les imprévisibles pour les langues? Vous me parlez à moi, là? C'est une question que vous me posez? Pour les deux également, car on peut penser sur une dette aussi du point de vue de la constitution du vocabulaire romain que de la pensée en général sur les J'ai peur de vous imprévisibles répondre, européens. ouais, j'ai peur de vous répondre de manière très générale. Ma première remarque, c'est que il y a une dimension éducative à la traduction. Ça, c'est certain. Et que moi, mon ambition, ça serait que euh, dès la maternelle, il y ait plus d'une langue. C'est pourquoi, alors j'ai marqué plus d'une langue, qui est un terme qui est un syntagme de Jacques Derrida, sur mon épée d'académicienne française. Donc pour moi, il est très important de comprendre qu'une langue n'existe pas sans les autres. Il n'y a même pas de langue si on n'en parle pas au moins deux.
si on n'en a pas au moins deux en Mhm. présence. Bon. Et donc, pour moi, il serait essentiel que les enfants, dès le départ, c'est pour ça que je m'intéresse tellement au Luxembourg, aient plus d'une langue comme perception de ce que c'est que le monde. Bon. Donc ça, c'est le premier point, très général par rapport à l'éducation. Je pense que l'éducation à la traduction, c'est l'une des éducations essentielles, dès le départ. Ensuite, je dirais que mon expérience d'académicienne, euh, qui vient de remettre, enfin, dont le corps des académiciens vient de remettre à son protecteur, au président de la République, euh, sa version du dictionnaire de l'Académie, du énième dictionnaire de l'Académie, je ne sais plus combien. Euh, Ce dictionnaire de l'Académie, il s'est fait au long de 40 ans. Je suis très sensible à ce que vous dites de l'accélération et du temps déposé dans la langue. Il s'est fait en 40 ans, si bien que lorsque il y a, mettons, 30 ans, ils en étaient à F, ils ont défini la femme, non pas comme dans la première version femelle compagne de l'homme, mais enfin pas tellement mieux, hein, pas tellement mieux. Et on l'a gardé parce que c'est un témoignage d'une époque. Je veux dire que notre dictionnaire, le dernier, a mis 40 ans à se faire et c'est ces 40 ans qui sont enclos dans le dictionnaire. Et la chose que je trouve la plus remarquable dans le dictionnaire de l'Académie française, c'est peut-être même la seule chose vraiment remarquable qu'il y ait, c'est que ils sont tous maintenant en ligne et que vous avez toute l'histoire du français qui se déroule sous vos yeux, avec depuis la première version jusqu'à celle la plus récente. Euh, et donc, vous voyez les accélérations, les ralentissements qui ne sont pas simplement selon les époques, mais aussi selon les types de termes. Pour femmes, ça n'a pas été très vite. Voilà. Euh, pour d'autres, pour d'autres termes de métier, par exemple, ça a été très vite. Donc, le temps est effectivement n'est jamais suffisamment pris en compte dans la langue et c'est absolument passionnant de voir ce qui se passe. Mais d'une manière générale, euh, le temps est aussi dispatché, si j'ose dire, entre la norme et l'usage. La norme bouge beaucoup plus lentement que l'usage. Et le dictionnaire de l'Académie française est un dictionnaire qui tente de pondérer la norme et l'usage. C'est ça sa vocation. Ça ne veut pas dire qu'il y arrive, mais c'est ça sa vocation. Et donc, si vous voulez, vous avez un temps lent, qui est celui de la norme, et un temps rapide, qui est celui de l'usage. Et il s'agit de les faire le moins mal possible coïncider. C'est pourquoi notre secrétaire perpétuel, maintenant, à juste titre, a proposé qu'on ne s'achemine pas de A vers Z comme on a toujours fait, mais qu'on réfléchisse aussi à ce dont l'usage a tellement changé et qu'on parte, puisque nous sommes, nous ne sommes plus condamnés au papier, hein, qu'on parte de problèmes révélés par l'usage. Femme en est un, mariage en est un, évidemment. Ça n'a plus le même sens aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Donc, ça n'a même plus le même sens législatif. Bon, donc, euh, voilà, tout ce que je pourrais dire pour vous répondre, c'est que, évidemment, l'éducation, elle est fondamentale. Et que quand on nous reproche, les linguistes atterrés, qui sont aussi des linguistes atterrants, reprochent, font tous les reproches possibles au dictionnaire de l'Académie française, y compris celui de ne pas être un dictionnaire de linguistes, eh bien, évidemment, non, ça n'est pas un dictionnaire de linguistes. C'est un dictionnaire d'amateurs. C'est un dictionnaire d'amateurs qui écrivent et qui écoutent. Et c'est ça son intérêt. Nous ne doublons pas le Robert ou nous ne doublons pas des dictionnaires
magnifiques, des dictionnaires étymologiques, des dictionnaires de la francophonie, des dictionnaires comme celui d'Alain Ray sur l'histoire du français, qui sont géniaux, chacun dans leur ordre. Nous essayons de pondérer la norme et l'usage comme nous pouvons, en tant que nous sommes aussi des écrivains et aussi des gens qui écoutent, c'est-à-dire qui parlent aux autres et qui ont des enfants, des petits-enfants, et qui parfois sont complètement dépassés parce qu'ils ne comprennent plus ce qui est en train de se dire. Donc, bien sûr, le temps dans la langue est un fondamental, et bien sûr, euh, il faut éduquer à cela. Il faut éduquer à, comment dire, à pondérer la norme et l'usage. Professeur Vassili aussi. Oui, si je peux ajouter quelques éléments qui sont propres au contexte roumain. D'abord, par mon expérience qui est celle d'un bilingue quasiment, et donc d'avoir travaillé sur la traduction de mes propres livres et d'avoir compris à quel point il fallait, non pas que je réécrive le livre en roumain, mais que je retravaille complètement puisque la traduction avait été faite dans une langue qui était celle des années 2010-2020 et non pas celle que moi je pratique, qui est celle de 90. Donc il y a une évolution effectivement très rapide. Et ce que j'ai essayé de faire en choisissant à dessein des termes très anciens et qui sont hors d'usage maintenant en roumain, c'est de dire, certes, la langue a évolué, mais elle s'est appauvrie aussi. Elle a récupéré un certain nombre de termes d'autres langues et notamment de l'anglais, mais elle s'est appauvrie puisqu'elle a oublié son propre héritage et que donc il faut qu'elle euh, n'oublie pas tout en évoluant et que si on ne, enfin, le sens des parties roumaines de ce vocabulaire est aussi celui-là, euh, comprenant que la traduction veut dire aussi se connaître sa propre langue, d'où elle vient et ce qu'elle peut encore nous dire. Et ne pas laisser, avec ce que dit Alex, c'est tout à fait juste, il y a une évolution extrêmement rapide, mais telle que je l'ai constatée, c'est une évolution vers un certain appauvrissement, un oubli de sens, pas seulement de mots, mais de sens qui se perdent, qui sont réinventés autrement et peut-être pas avec le même euh, euh, pouvoir d'expression. Je peux en donner des exemples, mais oui, la norme continue à exister. Les usages sont de moins en moins précis et de moins en moins diversifiés dans la langue. D'où l'intérêt, d'une part, de voir que on a toujours inventé en roumain des mots. Je donne un exemple qui est un peu sympathique comme ça. On a inventé le mot paracalie. C'est Blaga qui l'invente. Blaga était un philosophe, connaisseur et disciple de la philosophie allemande, et un poète en même temps. Et Paracali, c'est Parakalos. C'est quelque chose qui n'est pas beau, mais qui semble être beau puisqu'il est à côté du beau. Et il a toute une discussion. Bon, ce mot, évidemment, n'a pas vocation à faire partie de l'usage commun, mais il dit quelque chose sur la manière d'essayer d'inventer une langue philosophique à partir de récupération. Ce type de phénomène se perd puisque maintenant on prend des mots qui sont déjà faits, des mots comme on prend un matériel déjà existant et qu'on va le brancher sur le roumain. Donc on a des néologismes, mais pas des mots qui sont des mots de réflexion. Un autre terme, complètement sorti d'usage, cette fois-ci euh, plus folklorique, pour le diable. Le diable en roumain se dit
dans les textes anciens, archaïques, Nefertatul. Nefertatul veut dire tout simplement celui qui n'est pas le frère, le contraire du frère, l'ennemi. Et il n'y a pas une réflexion sur, et peut-être même pas nécessaire qu'il y ait une réflexion sur le fait d'appeler le diable, non pas le diviseur, mais celui qui n'est pas le frère. Mais il y a dans le mot même qui est utilisé une réflexion du choix du terme. Et c'est ça qu'il faudrait essayer de ne pas perdre tout en continuant à parler, puisque chaque fois qu'on parle, chaque fois qu'un écrivain écrit un poème, il invente sa langue. Voilà, donc je ne veux pas continuer, je voudrais laisser le dernier mot à Alex, puisque je crois que le temps avance vers... Il me reste seulement à vous remercier pour ce rencontre et de déclarer enfin le statut de ce rencontre comme une introduction à la prochaine rencontre de nous, plusieurs, j'espère, peut-être tous les traducteurs du vocabulaire roumain en colloque, que l'Institut Starul-Bebe et le Centre de philosophie antique et médiévale de notre université se proposent d'organiser l'année suivante et où, en pensant sur la pluralité linguistique et philosophique, je pense qu'il sera très utile d'inviter aussi les Grecs pour discuter le destin roumain, le destin grec du vocabulaire philosophique. Je peux paraphraser le célèbre vers latin et de dire que voco Danaos et dona ferentes. De ce point de vue, alors j'espère de nous retrouver en ensemble à Cluj l'année suivante et de prolonger cette fantastique aventure de la compréhension à travers les êtres paisibles. Merci, le professeur Barbara Kassan, merci, le professeur Angavassiliou, pour cette excellente rencontre. Et je Merci à remercie vous. tous pour votre participation. Merci. Merci à vous, vraiment.